Mesdames et messieurs les directeurs académiques et directeurs académiques adjoints, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, mesdames et messieurs les secrétaires généraux du rectorat et de l'inspection académique, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, mesdames et messieurs les élus de Versailles, mesdames et messieurs les membres des conseils d'administration du collège et du lycée, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, cher Loïc. Avec les mêmes notes de la gamme, un médiocre compose une chanson vulgaire, une mélopée sans intérêt, une insipide polyphonie. Et Stravinsky nous offre le sacre. Avec la même palette, les mêmes couleurs, un mauvais peintre livre une croûte, et Botticelli le printemps. Avec les mêmes élèves, les mêmes parents, les mêmes professeurs, les mêmes personnels, les mêmes adjoints, avec les mêmes heures de la DHG, avec le même ministre, le même recteur, le même inspecteur d'académie, avec la même chapelle, le même couvent, avec le même amphithéâtre. Bref, je me tiens la bride courte, vous devinez la suite, vous devinez la chute. Ce qui fait la différence entre un piètre proviseur et notre proviseur, c'est le ton, le rythme, la respiration, la sensibilité, ce que d'aucuns nomment la patte, la petite musique en quelque sorte. Autrement dit, c'est le style. En art, en littérature ou en direction d'établissement, ce qui importe, c'est avant tout le style. Eh bien, M. Toussaint aura su faire sienne la prière de Tolstoï « Seigneur, donnez-moi la simplicité du style. » La simplicité du style. Loïc, je nourris la plus vive jalousie à l'égard de cette rapicolante énergie vitale que les fées ont déposée dans ton berceau. Toujours tonique, d'une santé des reins, tu as dans les veines cette sève juvénile qui, quotidiennement, stimule tes proches collaborateurs, qui, comme les trois mousquetaires, sont 4, et dont, soit dit par parenthèse, la parité n'est guère au rendez-vous. Depuis 8 ans, tu es l'homme aux 100 bras, jouant de tous les registres dans un multiple jaillissement. Quel est ton secret? Moi, qui dès mon 10e printemps me sentais déjà sur le boulevard du crépuscule, et qui, malgré la succession des étés, ne me vois toujours pas bourdonner comme une abeille autour du nectar de la vocation, je souhaite un conseil, je réclame une explication, j'exige de percer le mystère. Bien souvent, je suis effrayé par l'endurcissement de tant de femmes et d'hommes avec les années. Les cœurs se refroidissent, les âmes se figent, les êtres deviennent incapables d'élan. Chez nombre d'entre elles, chez nombre d'entre eux, tout semble racorni, rassis et calculé. Sur toi, qui inonde chaque matin d'une joie et d'un pas aérien les pavés de la cour d'honneur, le poids des ans n'a guère de prise. Tu restes fidèle à tes passions, irascible à l'idée du faux, prenant feu pour le juste, l'honnête, le probe, sans jamais te départir de cet esprit de bienveillance courtoise qui rend ta compagnie si précieuse. Simplicité du style, disais-je. Un chef, un vrai chef. Un collègue, un vrai collègue. Un ami, un vrai ami. Ce n'est pas quelqu'un qui nous parle, c'est quelqu'un qui nous entend, qui sait nous entendre. Nous garderons un souvenir ému d'un homme aux antipodes de l'artifice, un homme qui jamais ne se dissimule derrière un personnage,
un homme qui toujours a plus de plaisir à ce qui unit qu'à ce qui divise, un homme qui n'aime rien tant que boire la réalité au goulot et manier la vérité à bout portant. Simplicité du style, disais-je. Vous l'avez compris, Loïc Toussaint nous est enlevé. Et bientôt, à l'angle d'une cour, à l'angle d'un patio, le silence épousera la plainte d'un sablier que l'on retourne. Que l'avenir chante à plein cœur, Loïc, l'opéra de tes ardents désirs. Que le temps prenne soin de toi, Loïc, et t'offre son plus doux bain d'heures creuses. Les étoiles ne meurent jamais, me direz-vous. Oui, c'est exact, mais elles nous manquent. Alors ce soir, après les discours, en ton honneur, Loïc, vidons force bouteilles. Nous les avons voulues plus nombreuses que les arbres de la forêt de Brocéliande. Nous les avons remplies de Népenthes, ce divin breuvage rapporté d'Asie par la belle Hélène, celle de Homère et d'Offenbach, qui, mêlé au vin, chasse la tristesse. Merci Loïc. Merci à Stéphane François d'avoir fait ce si beau discours. Et je vais passer la parole à Monsieur le recteur Boissillot. Avec l'autorisation de mon collègue et ami Daniel Filâtre, et au bénéfice de l'ancienneté, je me permets, à la demande de Monsieur le Proviseur, de dire effectivement quelques mots à sa demande et en souvenir de tous les travaux que nous avons conduits ensemble. Monsieur le Proviseur, dans ce lycée, comme dans tous les lycées de France, viennent de se dérouler les épreuves du baccalauréat, largement commentées par les médias. C'est la saison où chacun se plaît à retrouver des souvenirs de sa jeunesse et s'essaie à improviser sur les sujets de philosophie, notamment. Les candidats à l'épreuve de français, pour leur part, avaient à commenter un texte d'Anatole France qui faisait l'éloge de Zola. La presse s'est beaucoup étonnée de ce sujet, en disant « Mais Anatole France, qui est-ce » Ce qui prouve au demeurant que ni le prix Nobel, ni l'Académie française, pris en flagrant délit de publicité mensongère, ne garantissent l'immortalité. Mais cela prouve aussi que le genre de l'éloge, pratiqué en l'occurrence par Anatole France, est un genre qui redevient vivant. C'est une bonne nouvelle, en notre temps où on pratique souvent plus volontiers l'invective que la louange, et c'est en tout cas une incitation pour moi à dire à mon tour quelques mots pour rappeler, Monsieur le Proviseur, votre carrière, puisqu'aussi bien tout éloge doit se fonder sur le rappel historique des différentes étapes d'une carrière, en commençant par les études, c'est-à-dire ce moment où se dessinent les choix futurs. Les études, je vais les rappeler d'autant plus volontiers que vous êtes spécialiste de lettres classiques, donc je ne dirais pas que ça n'est pas la plus belle et la plus légitime des spécialités. Vous avez obtenu votre baccalauréat, je ne sais pas si les personnes qui sont ici présentes le savent, en 1968. Je vais préciser. La génération 68, pour ce qui est du baccalauréat, c'est une génération exceptionnelle, visiblement. Quelques-uns se souviennent de cet épisode.
Et en tout cas, elle a connu un taux de réussite particulièrement exceptionnel. Ce qui pourrait sembler diminuer vos mérites. Mais en fait, il y a eu depuis des études extrêmement intéressantes et savantes qui ont montré que les jeunes gens de la génération baccalauréat 68 ont très largement connu des réussites extrêmement brillantes dans leur vie professionnelle. Et ça vaut la peine d'être médité, je le signale au passage à ceux qui croient que plus un diplôme est largement décerné, moins il aurait de valeur. Ça n'est pas le cas, et là il y a eu une expérience grandeur nature que les sociologues ont pu commenter depuis. Vous conduisez donc vos études de lettres classiques avec un intérêt particulier pour le grec, et même pour le grec tardif, ce qui était très bien vu, puisque c'est l'un des points dans lesquels les études grecques ont beaucoup progressé depuis quelques années, en élargissant leur champ par-delà le siècle d'or, par-delà le 5e ou le 4e siècle, et en allant regarder du côté de la période non moins riche qui a suivi. Et puis, après ces études, vous enseignez pendant une douzaine d'années en collège, en lycée, dans l'est de la France, en Normandie. Nous sommes dans ces années où le système éducatif se transforme profondément. C'est la période de la massification, c'est la période où les collèges, les lycées changent en profondeur et où toutes les certitudes professionnelles les mieux ancrées doivent être repensées et revisitées, ce qui ne va pas de soi. Et ce travail de réflexion, vous le poussez très vite, très tôt, jusqu'à envisager de prendre d'autres responsabilités et de devenir chef d'établissement. C'est un choix qui déjà à l'époque ne va pas complètement de soi. Ceux qui connaissent bien la culture du monde enseignant savent que elle est assez étrangère à cette autre culture qui est celle du pilotage d'un établissement, celle du management, comme on dit de nos jours. Je signale au passage, pour ceux qui frémiraient d'horreur, que management n'est pas un anglicisme, contrairement à ce qu'on croit, mais un très vieux mot français, largement utilisé déjà par Montaigne, donc il n'y a rien de mal, même pour un spécialiste de lettres classiques, à évoquer la problématique du management. Vous choisissez donc de devenir chef d'établissement, et de devenir chef d'établissement dans cette période où le système éducatif se repense, se réorganise complètement. Donc ce sont des défis passionnants pour vous, je l'imagine, mais c'est en même temps un choix essentiel pour le système éducatif qui avait absolument besoin de cadres pour accompagner toutes ces évolutions. Il faut le dire très simplement, ce qui fait vivre et ce qui a fait vivre le système éducatif depuis, ce ne sont pas les circulaires ministérielles, ni même les circulaires rectorales, bien qu'elles soient déjà d'un niveau au-dessus, mais c'est l'engagement quotidien des chefs d'établissement, c'est le travail des proviseurs, des principaux, avec toutes leurs équipes, et ça, il fallait, dans ces années-là, faire le choix que vous avez fait. Devenir chef d'établissement, c'est s'engager dans un cursus honorum qui amène à passer par des postes très divers, et le proviseur du lycée Hoche que vous êtes, le proviseur du lycée La Bruyère que vous fûtes il n'y a pas si longtemps, n'a pas toujours été proviseur dans des établissements de ville aussi prestigieuses que Versailles, monsieur le maire, mais il a connu d'autres postes, d'autres profils d'établissement. Vous avez été adjoint au lycée de Vernon. C'était déjà un rapprochement par rapport à l'Académie de Versailles, par rapport à vos postes d'enseignants. Là, vous avez découvert les contraintes d'un internat, vous avez découvert le monde des formations professionnelles, qui est une richesse considérable et souvent pas assez connue de nos établissements. Et puis, très vite, en 1989, vous intégrez l'Académie de Versailles. On ne peut pas rêver mieux, n'est-ce pas, monsieur le recteur, comme terrain administratif d'appartenance. Et là, vous rejoignez comme adjoint le lycée Louis Bascan de Rambouillet, autre grande cité scolaire de l'Académie, 2200 élèves, un internat, des élèves de profils très, très divers. Voilà déjà de quoi nourrir une expérience qui vous sera précieuse ensuite dans des cités scolaires comme celle où nous nous trouvons. En 1995, vous devenez proviseur, et là aussi, ce sera dans des établissements divers. On ne dit pas assez à quel point le lycée au singulier
et la fonction de proviseur au singulier, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la diversité infinie des établissements, avec des environnements, des partenariats, des conjonctures administratives et pédagogiques extrêmement diverses, qui obligent à chaque fois à renouveler le métier. Proviseur, vous l'êtes donc au Plessis-Robinson, et là c'est le monde notamment de la formation continue, nos Greta, c'est la création d'une section de techniciens supérieurs en apprentissage, toutes les facettes de ce que sait faire l'éducation nationale et dont on ne parle sans doute pas suffisamment. Ensuite, vous rejoignez le lycée Jean Monnet à la Queue-les-Yvelines avec ses sections de techniciens supérieurs, ses sections européennes. Et cela nous mène en 2002 où vous rejoignez Versailles comme proviseur du lycée La Bruyère. Alors, je ne vais pas ici développer le lycée La Bruyère. C'est toujours compliqué quand il y a deux grands lycées dans une même ville. Moi qui ai été professeur successivement à Louis-le-Grand et Henri IV, je sais qu'il y a des cohabitations à la fois amicales et pleines de rivalité. Vous êtes proviseur du lycée La Bruyère avec ses formations générales réputées, ses classes préparatoires, ses formations linguistiques de haut niveau, la musique. Nous savons à quel point c'est important dans les établissements de Versailles. À La Bruyère, vous faites aussi l'expérience d'une autre facette du métier de chef d'établissement, c'est le casque de chantier et les activités de rénovateur et de reconstructeur, puisque La Bruyère était déjà, et ça vous suit un peu dans votre carrière, en reconstruction, l'internat, le lycée a rénové, tout un chantier qu'il faut rendre compatible avec les activités pédagogiques, et cela demande un très grand savoir-faire. Et donc, en 2008, lorsque le poste du lycée Hoche se retrouve vacant, nul mieux que vous n'était indiqué pour prendre cette responsabilité. Le lycée Hoche, ce n'est pas ici et devant vous que je vais rappeler son prestige, un de ces établissements qui est à la fois un collège, un lycée, un établissement d'enseignement supérieur avec ses centaines d'étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles. C'est donc une communauté humaine d'une richesse, d'une diversité exceptionnelle, et tout cela demande des qualités humaines notamment, que votre adjoint a si bien rappelé, qui permettent de faire vivre ensemble et de faire travailler ensemble cette communauté. Et il ne suffit pas, même dans des lycées aussi prestigieux et aussi reconnus, d'entretenir une tradition. Il faut chaque jour faire en sorte que l'établissement soit à la hauteur de sa réputation. D'autant que cette période pendant laquelle vous dirigez Hoche est à nouveau une période de reconstruction et de rénovation, un peu dans tous les sens du terme. Rénovation pédagogique, c'est l'époque de la rénovation, de la réorganisation des lycées, réforme des lycées ces dernières années. C'est l'époque aussi où le monde des classes préparatoires, monde de tradition s'il en est, doit malgré tout s'adapter, et notamment s'adapter aux évolutions majeures de l'enseignement supérieur. Je sais les partenariats que vous entretenez avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin, avec Paris-Sud. Il est essentiel que nos étudiants de classes préparatoires découvrent toutes les richesses, notamment du monde de la recherche que pratiquent les universités. Donc rénovation pédagogique, mais aussi restructuration à nouveau des locaux. Là encore, votre expérience est fort utile. Chacun a pu voir en venant ici la réussite extraordinaire de ce chantier qui a été terminé en 2010, si je me souviens bien, et qui a su, de façon tout à fait admirable, comme le font les architectes aujourd'hui, concilier le caractère historique d'une part des bâtiments et en même temps greffer la modernité de bâtiments à la fois très beaux et très fonctionnels sur un ensemble qui est une véritable cité scolaire, un véritable campus universitaire à la fois. Ce qui fait que désormais les proviseurs de Hoche n'auront pas à reprendre les lettres et les discours que tout au long du XIXe siècle et encore au début du XXe siècle, vos prédécesseurs adressaient régulièrement aux autorités de tutelle pour se plaindre du délabrement des locaux, de conditions d'hygiène souvent un peu acrobatiques, et pour demander qu'on donne à la communauté de Hoche des bâtiments à la hauteur de l'excellence pédagogique qu'ils pratiquent. C'est chose faite désormais.
Mais cela demande un investissement, cela demande une présence constante et une attention constante des responsables de l'établissement. Beaucoup ici savent à quel point vous vous êtes engagés dans cette mission. Toutes ces responsabilités, toute cette tâche suffirait largement à remplir l'emploi du temps de beaucoup. Mais vous avez toujours eu à cœur d'inscrire ces activités dans un ensemble plus vaste, et cela aussi, je voudrais rapidement le souligner. En même temps que vous conduisiez cette activité quotidienne, vous avez toujours pris le temps de la réflexion, dans le cadre de travaux universitaires, dans le cadre d'échanges, dans différents séminaires nationaux, dans différents groupes de réflexion, où, à l'occasion, il nous est arrivé de nous croiser. Vous avez travaillé au recrutement, à la formation des cadres de l'éducation nationale. Vous avez participé à de nombreux chantiers nationaux. Par exemple, mais cela fait 20 ans déjà, ceux de ce que nous appelions à l'époque le nouveau contrat pour l'école. C'était comme des prolégomènes à ce qui est devenu par la suite une refondation, et on n'en finit pas de mettre en œuvre de nouveaux chantiers. Je suis sûr que nos successeurs continueront, et c'est bien ainsi. Et puis, bien sûr, vous avez joué un rôle important dans le syndicalisme, et cela aussi, je crois qu'il importe de le souligner. Vous étiez président de l'Amicale des proviseurs de 1999 à 2002. Vous avez, par une évolution qui est assez classique dans l'histoire du syndicalisme enseignant, vous avez participé à la création, à partir de cette amicale, du syndicat Indépendance et Direction, dont vous avez assuré le secrétariat général jusqu'en 2008, et ça nous a donné l'occasion souvent de travailler ensemble, à la fois au niveau national et académique. Et il faut dire que ce syndicalisme des chefs d'établissement, comme celui sans doute des cadres en général, est un exercice difficile. Il faut trouver le ton juste entre la représentation légitime des points de vue, des intérêts de tous ceux qui exercent cette fonction passionnante et stratégique, et en même temps tenir bon le cap d'une implication loyale et exigeante, aux côtés notamment des inspecteurs d'académie, des recteurs, dans le pilotage de l'éducation nationale. Autrement dit, il faut, dans ce syndicalisme des chefs d'établissement, beaucoup d'éthique de la responsabilité, et pas seulement une éthique de la conviction. J'ai toujours admiré le talent, l'élégance, la qualité d'engagement avec laquelle beaucoup de vos collègues syndicalistes, chefs d'établissement, savent gérer ces difficultés, ces tensions, mais je crois que chacun conviendra qu'en ce domaine, on peut vous rendre particulièrement hommage. Alors, effectivement, comme l'a rappelé votre adjoint, le départ d'un proviseur du lycée Hoche, c'est un moment émouvant qui inspire à chacun quelques nostalgies. Il y a même eu un temps d'ailleurs où le départ d'un proviseur de Hoche entraînait des troubles à l'ordre public, tant l'émotion était grande. J'ai retrouvé dans les souvenirs de Versailles qu'au moment où la seconde restauration, il y a prescription, je vous rassure, au moment où la seconde restauration remplaça le proviseur de l'époque, qui avait été nommé pendant les 100 jours, évidemment, mais qui avait une popularité exceptionnelle, en tout cas auprès de ses élèves, les 10 élèves manifestèrent bruyamment et interpellèrent violemment le préfet pour prendre la défense de leur proviseur. Bon, il n'y a rien de tel à craindre aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une retraite qui est dans l'ordre des choses. Terme toujours un peu ambigu, celui de retraite. Nous le savons tous. Il a des connotations qui conviendraient fort mal, compte tenu de tous vos engagements. On parle de battre en retraite, ça n'est pas du tout, bien sûr, ce qui convient ici. On peut plonger à d'autres sens, qui peut-être conviendraient mieux. Faire retraite, cela devient déjà plus positif. Le temps de la retraite, c'est aussi celui du loisir, c'est celui des activités librement choisies, c'est celui de l'otium au sens latin, donc vous pourrez reprendre vos travaux de lettres classiques. C'est le moment de découvrir une nouvelle activité qui est l'exercice de la sagesse. Je suis sûr que vous saurez nous en faire profiter, quand vous saurez faire profiter chacun de l'expérience que vous avez acquise au long d'une carrière exemplaire. En tout cas,
c'est en ce sens que je vous souhaite, très amicalement et avec tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler avec vous, une heureuse et féconde retraite. Je vais passer la parole à monsieur le député maire de Versailles. Merci. Monsieur le recteur, messieurs les inspecteurs d'académie, madame la sénatrice, les nombreux élus qui sont ici, conseillers départementaux, chers amis et cher Loïc, je me permets pour une fois de vous dire cher Loïc. Pour nous, ville de Versailles, c'est un moment important parce que vous êtes quelqu'un qui a vraiment marqué notre ville. Je tiens à vous le dire, j'ai appris des choses. J'aurais bien voulu vous voir en 68 avec les cheveux longs, les tongs, mais c'est pas l'image que je garderai de vous en réalité. Je garderai plus l'image que vous avez donnée de façon fort sympathique et brillante, monsieur l'adjoint, d'un homme profondément cultivé, d'un homme qui incarne bien, permettez-moi ça, qui incarne bien Versailles. Alors, pour bien incarner Versailles, vous l'avez rappelé, monsieur le recteur, il faut avoir une longue expérience professionnelle derrière soi. Il faut connaître le monde. Parce que, finalement, ce qui est votre grande qualité, c'est cette qualité d'homme, cette qualité de représentant de l'honnête homme tel qu'on le définissait au XVIIe siècle. Pour moi, vous êtes Philinte. Vous êtes l'ami du genre humain. On a toujours connu, toute l'équipe municipale, un homme d'une pondération extraordinaire, mais dans le regard d'une très grande gentillesse, d'une profonde gentillesse, et également d'un très grand professionnalisme. Et ça, je crois, c'est tout ce que l'on demande aujourd'hui à des enseignants. Vous êtes confrontés à un monde qui est parfois pas si facile que ça, avec beaucoup de contraintes, et l'on sait combien votre mission est essentielle, capitale, et il faut garder ces qualités profondes de cœur et aussi ces qualités professionnelles pour arriver à être un grand enseignant et un grand directeur d'établissement. Peut-être, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, on est un grand directeur d'établissement quand l'établissement est lui-même un grand établissement. Et votre carrière ici est un aboutissement. Le lycée Hoche, c'est un lycée exceptionnel. Nous en sommes tous très fiers et je sais que vous-même en étiez très fiers. Fiers de finir une brillante carrière ici, après avoir été d'ailleurs également un brillant proviseur du lycée La Bruyère, qui est également un très bel établissement. Mais Hoche, ça incarne beaucoup de choses. Ça incarne à la fois l'excellence et aussi cette ouverture. C'est bien que tout à l'heure on ait entendu ce jeune élève musicien qui avait une énergie fabuleuse. J'ai rarement vu mener un directeur l'ensemble de ce parterre prestigieux avec autant de fermeté. Il vous faisait claquer dans les mains. Et il m'a dit, ça m'a beaucoup amusé, il dit, on vous aimait bien parce que vous nous avez laissé beaucoup de liberté. Et au fond, je crois que vous avez réussi ce pari assez extraordinaire d'être à la fois très ferme, très exigeant, tout en donnant le sentiment aux élèves et sans doute aux grands enseignants qu'ils avaient leur marge d'initiative, qu'ils avaient leur marge de créativité. Et c'est ça la force aussi d'un grand directeur. C'est à la fois marquer sa marque, imprimer sa vision, imprimer son dynamisme et donner à chacun qu'il est aussi créateur d'énergie, qu'il est aussi capable d'imprimer lui-même sa marque à une aventure collective. L'aventure que j'ai vécue, moi, à travers les années, nous avons un peu cheminé ensemble, et je salue surtout notre sénatrice, que vous connaissez bien, avec qui vous avez beaucoup travaillé sur ces questions d'enseignement, et puis François-Xavier Berny, plus récemment. L'aventure que nous avons menée, c'est aussi la rénovation de cet établissement. Cet établissement, nous l'avons connu dans un état qui méritait des investissements. Ces investissements ont été faits. La renaissance de lycée Hoche est extraordinaire et j'avoue que chaque fois que je suis dans cette salle, je suis très jaloux. Parce que, franchement, elle est magnifique et on aimerait à la mairie de Versailles d'avoir une salle pareille.
En tout cas, vous l'avez mené avec beaucoup de détermination. C'est vraiment une contribution importante à cet établissement. Vous l'avez dit, monsieur le recteur, vous n'aurez plus besoin, les successeurs, de vous écrire, monsieur le recteur, pour vous dire qu'il fallait trouver nos investissements. Vous l'avez mené. Vous l'avez mené aussi avec ce souci de la culture. C'est vrai aussi que la chapelle, vous étiez attaché à sa rénovation et c'est une grande réussite. C'est devenu aussi un lieu ouvert sur des initiatives culturelles. Vous avez participé à tous ces événements. Je me rappelle lors de l'inauguration de cette très belle manifestation sur le souvenir de 1914 à Versailles. Tout ceci, ça a été votre marque. Et je sais que vous allez partir en retraite, et je voulais rendre hommage à votre épouse aussi, parce que je sais qu'elle est très importante au quotidien, à côté de vous. Et l'autre jour, elle m'a confié que vous êtes un bourreau de travail, ça on le savait tous, et que finalement, elle n'était pas mécontente tout de même que vous partiez en retraite. J'ai un énorme regret, c'est qu'elle m'a confié que vous alliez au Chênay. Alors, ça, je dois dire, je vais tout de suite, c'est pour ça que je suis obligé de vous quitter. Je vais présider le conseil communautaire. Maintenant, nous sommes Versailles Grand Parc, mais tout de même. Je remets la médaille de la ville de Versailles. Passer la parole à Madame Pigano, conseillère régionale. Alors, monsieur le proviseur, Madame la sénatrice, Messieurs les recteurs, Monsieur l'inspecteur d'académie, Mesdames, Messieurs les professeurs, les personnels des lycées et collèges Hoche, les parents d'élèves, les anciens élèves et chers représentants des élèves également. Pour vous, Monsieur le proviseur, mais aussi pour le lycée Hoche et pour nous tous, une page se tourne. Après avoir été de nombreuses années proviseur du lycée La Bruyère, vous avez passé 8 années à la tête de cette institution et le temps de la retraite est venu. Au nom de la région Île-de-France et en particulier de sa présidente Valérie Pécresse, retenue à Paris par ses obligations et qui regrette d'autant plus de ne pas être auprès de vous aujourd'hui qu'elle est particulièrement attachée à cet établissement puisque son mari et ses 2 fils sont anciens élèves du lycée Hoche. Alors au nom de la région donc, je souhaite vous remercier pour ces années passées à enseigner et diriger 2 prestigieux établissements de Versailles. Un proviseur n'a pas uniquement vocation à administrer mécaniquement son établissement. Vous aviez, durant toutes ces années, littéralement charge d'âme. Ainsi, au cours de votre service, vous avez toujours su être attentif aux besoins de vos élèves, à l'écoute des enseignants, mais aussi des attentes des parents qui vous sont tous reconnaissants aujourd'hui. Moi-même, comme représentante de la mairie, puis du conseil régional au conseil d'administration du lycée Hoche, j'ai eu à de nombreuses reprises l'occasion d'apprécier votre sens du jugement, votre sollicitude et bienveillance à l'égard de tel ou tel élève en situation délicate, et votre extrême courtoisie dans cette instance que vous avez toujours dirigée avec calme, compétence et fermeté. Vous voyez, nous sommes tous unanimes dans nos discours. Comme membre de l'association des anciens élèves de Hoche, j'ai aussi pu apprécier le dialogue permanent qu'il y a eu entre vous et les anciens que nous sommes, et qui ont des désirs de manifestations, festivités ou conférences un peu envahissants quelquefois. Mais vous savez que nous sommes au service du rayonnement du lycée Hoche et vous avez toujours su nous accompagner. Nous ne pouvons que vous féliciter de votre parcours exemplaire et de votre totale abnégation tout au long de votre service. D'autant plus que vous êtes arrivé dans une période charnière qui était loin d'être la plus facile. Vous avez notamment dû faire face depuis quelques années à de nombreux changements de paradigme dans l'éducation. Il a fallu concilier à la fois l'exigence que requiert votre établissement et les nombreux changements de programme ou d'orientation orchestrés par notre ministère de l'Éducation nationale. Et qu'il faut ensuite gérer avec doigté, avec l'équipe des enseignants et de l'éducation pour les transmettre aux élèves aussi bien que possible. Force est de constater que vous y êtes parvenus. Le lycée Hoche est au fait de la réussite exemplaire de ses élèves
et vous avez tenu et dirigé cet établissement avec panache. La ville de Versailles, le département, la région ne peuvent que chaleureusement vous remercier pour tout ce travail généreusement accompli. Nous vous souhaitons maintenant le meilleur départ dans cette retraite méritée et dans cette nouvelle vie qui commence. Et j'espère, puisque vous restez quand même tout près de Versailles, même si c'est au Chénet, que vous reviendrez bientôt nous voir. Merci. Madame Duchesne, sénatrice, si vous voulez bien. Vous préférez ce micro? Voilà. Merci. On entend? Oui, excusez-moi, mais compte tenu du fait que je n'ai pas 1m70, loin de là, et que je préfère me tenir tout près du héros du jour, si j'ose dire, parce que je n'aime pas beaucoup les départs, pour tout vous dire, les départs de mes amis. Et Loïc Toussaint est un ami, de même que sa femme. Et du coup, c'est toujours un petit peu nostalgique, même si on sait que nos autres relations seront toujours riches, surtout grâce à eux deux, hein, je le dis moi-même. Et je tenais, pour ma part, à remercier Stéphane François. J'espère qu'il sait que Stéphane, en grec classique, voulait dire couronner, le couronner. Et franchement, il méritait une couronne de laurier. Je voulais vous mettre tous les deux, monsieur le recteur, mais je me suis dit que, quand même, compte tenu des anciennes fonctions, parce que le recteur Boissillon a été mon recteur, je n'allais pas faire une réflexion de ceci. Alors, qu'ajouter après tout ce qui a été dit? C'était tellement parfait. Alors, moi, je vais essayer de vous trouver quelques histoires qui n'ont pas été dites. Alors, d'abord, personne n'a préparé, il n'a pas dit comme ça, donc je vais le dire de cette façon, que quand même, à Versailles, Loïc, puisque tout le monde se soit dit Loïc, et puis j'ai vu le moment où les élèves allaient dire. Mais bon, je me suis dit, quelle chance, ça commence fort, hein, quelle ouverture pour le lycée. Et du coup, il a changé d'avenue. Il y avait l'avenue de Paris pour le lycée Pierre, et ici, était la grande avenue, mais le lycée Loche était dans l'avenue du Frère du Roi, l'avenue de Saint-Cloud. Donc, vous voyez, il a fait un effort. Il a changé, il a quand même changé d'avenue. Alors, j'étais, comme nous étions tous les deux à la prière, moi comme adjointe à l'éducation, et donc nous parlions beaucoup musique. Et quelle chance, parce que j'avais essayé avec le professeur de l'époque que vous avez dû connaître, monsieur le recteur, monsieur Sébichon, un homme d'une grande culture, et c'était vraiment intellectuel. Et donc, en revanche, pour la musique, pour essayer d'avoir d'autres sections que la section F12, c'était bien, ça ouvrait le lycée, et je n'étais pas contre. Mais pourquoi pas prolonger les classes du lycée, du collège Rameau? Pourquoi pas? Et là, j'ai trouvé un interlocuteur plus que partant. Et du coup, c'est lui qui a tout assumé, tout. Moi, je n'avais fait que semer. Et donc,
maintenant, le conservatoire s'enrichit est heureux comme tout, et les élèves aussi. Donc la musique, on rejoint notre couronné, et la musique, c'est vraiment une chose super. Alors, il y avait donc le lycée à Pierre, et puis j'ai appris donc sur la fin que vous partiez au lycée. J'étais extrêmement ennuyée, pas pour Hoche, ravie pour Hoche, c'était pour lui. Parce que quelques années avant, j'avais pu négocier avec le vice-président de la région, c'était une région socialiste, et donc il y avait beaucoup de soucis pour les rénovations de nos lycées à Versailles. Et puis, le sort a fait que le vice-président de la région, qui était, certains s'en souviennent peut-être, était un monsieur assez nerveux et surtout un colérique, voilà, c'est tout ça, mais un homme bien. Et du coup, nous nous sommes entendus, non pas parce que je suis quelqu'un de bien, mais nous avons trouvé un terrain d'entente et j'avais pu à l'époque lui vendre le label Versailles. Et il a refait, franchement, il a refait tout. Alors déjà, il y avait eu le lycée de Marie Curie, il y a eu ensuite le lycée d'Apollinaire, parce qu'il n'y avait plus d'internat. Monsieur le recteur, c'était pas vous à l'époque. C'était vous. Non, donc vous nous avez pris de l'internat. Pour l'inauguration. Et alors, du coup, l'internat était pris, vous le savez, par le rectorat. Attention, ils n'ont pas fait volontairement. Ils ont profité de l'occasion qui était donnée, ça ne s'agit peut-être pas, qui était une plus d'électricité dans l'internat. Il fallait tout refaire. Et donc, en juillet, c'était 1995, j'arrivais tout juste au Manet, parce que moi aussi j'avais enseigné, moi aussi j'étais chef d'établissement. Et du coup, en 1995, on s'est trouvé en juillet, le 13 juillet, M. Sémichon qui m'appelle et qui me dit, eh bien, il n'y a plus d'internat, mais j'ai tous les inscrits. Et à ce moment-là, il m'a dépanné, c'était la maison qui se trouve place Chapos et qui était une maison départementale et qui ont trouvé des chambres pour tous les élèves. Je ne sais pas si vous imaginez, voilà, c'était mes premières semaines d'expérience et donc on s'en était sortis. Et puis donc il y a eu Hoche et je me disais, là il y a encore quelques années de travail, mais vraiment pas drôle. Il restait le CDI, il restait la chapelle, c'est autre chose, il restait le CDI, il restait le couvent de la Reine, une partie du couvent de la Reine, et surtout, il y avait tous les couloirs, les manques de salles, donc des couloirs encombrés, et je vois le principal notamment bien connu aussi tous ces soucis. Et donc, je me disais, non, franchement, après la Pierre, trop, c'est tout. Et c'est comme vous que je retrouve à fond, tellement à fond, Stéphane, dans son discours d'une justesse. J'ai été presque effrayante tellement c'était ça. Et du coup, je me suis dit, mais non, il a le sens de l'écoute. C'est pas possible. Il va écouter tout le monde et les enseignants seront bien. Ils pourront se plaindre. Il va tout assumer. Et donc, c'est cette confiance
que vous savez provoquer chez tout le monde, qui a fait que j'étais très heureuse de me retrouver à Auch dans des conseils d'administration qui étaient toujours très humains, très juste là aussi. Les élèves étaient accueillis à bras ouverts et je revois encore les élèves au fond à gauche. C'est la première fois que je reviens là depuis 2014 et c'est une vraie joie de pouvoir, mais je suis heureuse, de pouvoir dire ce qu'on pense d'un ami. Je vais passer la parole à Monsieur le recteur Filâtre. Mesdames et messieurs les élus, les parlementaires, mesdames et messieurs monsieur le recteur, deux recteurs, hein, pour c'est rare. C'est très rare un départ à la retraite avec deux recteurs, mesdames et messieurs messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, messieurs les inspecteurs d'académie, monsieur le secrétaire général de l'académie, mesdames et messieurs les IAIPR, mesdames et messieurs les proviseurs, chefs d'établissement principaux, mesdames et messieurs les proviseurs, vous êtes très nombreux, à tous les membres également de la communauté éducative, chers amis et cher Loïc Toussaint, nous nous connaissons peu, hein, donc n'ayez crainte, mon propos ne reprendra pas tous les éléments de la carrière. Le recteur Alain Boissineau l'a fait de manière remarquable. Monsieur le proviseur, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Il y a souvent dans notre langue des mots dont la diction évoque un sentiment mêlé de plaisir et de poésie, et je voudrais vous dire combien le mot proviseur en est un. Comme Paul Éluard le rappelait, il y a des mots qui font vivre, soit parce qu'ils donnent confiance, soit parce qu'ils nous emmènent vers des vocations subtiles et enivrantes. Celui de proviseur à votre égard ce soir en est un, je crois, et après avoir écouté ce qui s'est dit, y compris ce que disait le jeune musicien, je crois qu'il s'applique à vous. S'attachant tout autant à rappeler l'université impériale française dont le lycée Auch est l'une des œuvres, le provinciat dans les époques anciennes, où la personne placée sous l'Ancien Régime à la tête d'un établissement qu'on appelait maison d'université, le proviseur, c'est aussi le nom comme celui que l'on donne quelquefois au recteur, chargé finalement, tu l'as dit Alain, du management ici d'un établissement public d'enseignement. Mais si mon propos s'attache à la fonction que vous avez occupée, tout autant qu'à son histoire, il couvre plusieurs figures. Celle de chef d'établissement, dont on voit bien, après tout ce qui a été dit, dont vous avez assuré la tâche de manière remarquable. Vous êtes un grand chef d'établissement, un grand proviseur. En arrivant dans notre académie il y a à peine 10 mois, ce qui fait que nous nous connaissons peu, et en m'intéressant à tous les lycées, vous savez que, je vais jouer avec mes lunettes, vous savez que il y a comme autrefois pour les personnes, il y a pour les lycées 3 noms. Le nom du lycée, le nom de la ville, et on dit même quelquefois le nom du proviseur. Et il faut connaître les 3, bien sûr. Donc quand je suis arrivé dans cette académie, je me suis dit, est-ce que tout va bien? On m'a dit oui, et je me suis intéressé au lycée de Versailles, évidemment au lycée Auch, qui était à peu près l'un des 2-3 que je connaissais de cette académie. Je souhaitais savoir qui le dirigeait. On vous nomma, et tout de suite on m'a dit, pas de problème, monsieur le recteur, c'est un grand proviseur. Vous savez, on est rassuré dans ce cas-là. Mais dans la fonction, il y a aussi une autre part, dans la fonction que vous occupez et que vous finissez d'occuper, il y a une part moins managériale. Diriger un lycée et assurément être proviseur du lycée Auch, c'est aussi mener ce que l'on appelle un travail de communalisation, au sens que lui donnait le philosophe et sociologue Max Weber, à savoir faire communauté. Et quand je vois toute l'assistance qui est ici,
la manière dont on vous applaudit sans cesse, l'hommage que vous avez célébré, il y a cette manière que vous possédez, cette manière de faire communauté, c'est-à-dire de travailler sans relâche pour que vos élèves, vos professeurs, tous les personnels, les anciens élèves, les parents investis dans la vie du lycée et du collège fassent communauté, c'est-à-dire développent un sentiment d'appartenance qui fonde l'identité de ce si beau lycée. Et je crois que là, c'est bien votre œuvre, vous l'avez poursuivie, vous l'avez certainement renforcée. Mais Max Weber établit aussi une autre dimension de la vie sociale qu'on appelle l'association. Non seulement la communalisation, mais cette association qui doit se construire dans un lycée comme Auch avec difficulté, parce que Auch est déjà un grand lycée, mais il faut l'emmener encore plus loin. Alors qu'est-ce que c'est faire ceci? C'est construire un compromis, sans cesse, tous les matins, et sans doute tous les soirs, et le week-end compris, madame, j'imagine. Donc savoir faire un compromis qui se construit, vous l'avez dit, madame la sénatrice, sur un idéal sans cesse renouvelé, des intérêts partagés, comme celui de l'excellence, que ce soit l'excellence de la réussite ou l'excellence du climat scolaire, ou je pourrais rajouter l'excellence du bien-être ensemble. On voit que c'est plus que le sentiment d'appartenance qu'il faut construire quand on est ainsi proviseur, mais c'est un accord qu'il faut, pour lequel toutes les actions qui sont menées dans ce lycée s'organisent. Voilà, ces modèles d'organisation de la vie dans un lycée et d'une définition d'idéaux qu'elle porte, vous les avez fait vôtres, monsieur le proviseur, et je l'ai découvert non pas dans les quelques réunions où je vous ai rencontré, parmi d'autres où vous étiez d'une discrétion, quelquefois peut-être affolée de tout ce qui se développait, je voyais votre calme et je me disais quelle sérénité, mais je l'ai découvert lors de la visite que nous avons effectuée ensemble il y a quelques mois. J'ai consacré presque 1h30 à cette visite qui était autre chose que les visites dans cet amphi, parce que le lycée Auch héberge des tas de manifestations du rectorat, et à vous toutes et tous, je voudrais vous remercier de faire ainsi et de nous permettre de continuer. Non, lors de cette visite, c'est cette manière de faire lycée Auch qui m'a intéressé, de faire à la fois communauté éducative et projet social. Je l'ai découvert dans cette visite, que ce soit dans les couloirs, dans les labos, au CDI, puis en plus vous m'ameniez ici, et je me disais mais c'est pas fini, et on continuait. Évidemment, il faisait tout pour que je sois perdu et que je comprenne ce qu'était ce lycée. Et nous avons fini parce qu'il m'a montré l'escalier du logement, et après, et je voyais des gens qui passaient avec calme, comme vous. Tout se passait bien, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Et non, jusqu'à mon départ, tout s'est très bien passé. J'ai fini par la chapelle et le musée. Cher Loïc Toussaint de Quièvrecourt, ce jour-là, j'ai mesuré qui était le proviseur du lycée Auch. Et c'est vrai, un très grand proviseur. Et les propos élogieux énoncés par le recteur Boissineau en attestent avec cette évidence presque sacrée qui m'évitera ainsi toute répétition. Alors vous voilà à la fin de cette merveilleuse expérience, parce que c'est inscrit ainsi, on ne saurait rester indéfiniment proviseur, et je vous l'ai assuré dans un échange plus personnel entre nous deux, ni recteur du reste, c'est pareil pour nous. À un moment, quand l'âge vient, nous devons partir, il peut y avoir d'autres raisons bien sûr. À un moment, toujours su, parfois craint ou redouté, il convient de laisser la barre, et on se trouve rassemblés ici ce soir pour marquer cette étape importante dans une carrière où l'on rompt avec une vie professionnelle riche et bien remplie pour passer à autre chose. Tout à l'heure, j'ai fait référence à Max Weber. J'ai souhaité le faire parce que j'ai regardé la liste de tous les anciens élèves illustres et j'y ai trouvé Raymond Aron, spécialiste de Max Weber. Mais je ne manquerai pas de citer un autre élève de votre lycée, Claude Lévi-Strauss, pour oser une référence plus anthropologique pour cette cérémonie qui s'apparente plus à un rite de passage, ici d'un mode de vie professionnel à un autre, sans doute vers quelque chose de moins professionnel. Comme dans tout rite, il convient lors des cérémonies d'expliciter la fonction qu'occupe ce rite. Le premier est d'abord et avant tout de vous témoigner notre gratitude, bien sûr. Quand je dis notre, il ne s'agit pas d'un pluriel de majesté, le cadre versaillais pourrait prêter à confusion, mais notre, c'est-à-dire d'un nous collectif, nous, celui de l'institution Éducation nationale que je représente ce soir et au nom de qui je parle. Oui, nous tous, vous qui êtes là, les représentants de l'institution d'éducation nationale, de la région, du département, de la ville, nous tous, vous exprimez très très sincèrement
notre gratitude, vous dire merci pour votre action et votre engagement. J'insiste toujours là-dessus parce que nul n'est obligé de s'engager à prendre une responsabilité. Et quand on appelle, peu lève la main. C'est difficile, vous l'avez dit, c'est difficile de prendre des responsabilités dans l'éducation nationale, cette si grande maison que nous aimons tant. Vous l'avez fait très vite. Je voudrais vous remercier. Vous remercier pour tout ce que vous avez apporté à cette institution et qui a contribué à la façonner. Et puis vous dire aussi notre estime et vous témoignez notre aimable, amicale sollicitude dans le franchissement de cette étape. Claude Lévi-Strauss nous raconte combien dans les sociétés dites traditionnelles, ces rituels sont généralement matérialisés par une cérémonie ou une épreuve. J'ai compris qu'il y avait une cérémonie tout à l'heure, dans quelques minutes, après que vous nous ayez certainement parlé. Mais je ne proposerai pas d'épreuve, soyez sans crainte, il n'y a pas un rite d'initiation où je vous obligerai à dire ceci ou cela. J'espère que quand vous avez constitué votre dossier de départ, ce n'en fut pas une, et je souhaite que mon discours, au lieu de passage obligé, ne soit pas une non plus, ni pour vous, ni pour notre auditoire, c'est pour ça que je serai bref. Cette cérémonie rassemble autour de vous des fidèles collaborateurs, des collègues, des familiers, des amis, et il fallait évidemment rappeler à cette occasion tout ce que vous fûtes pour l'éducation nationale, et notamment dans ce prestigieux lycée, Alain Boissineau a tout dit. Je dirais en l'écoutant, mais en ayant lu également les notes que l'on m'a passées, vous êtes un pur produit de l'éducation nationale. Vous êtes un pur produit. De la Lorraine à la Normandie, où vous fûtes professeur, puis dès 1984, ça a été dit, je ne sais pas quelle envie vous prend, mais vous levez la main. Et vous arrivez 5 ans plus tard dans cette si belle académie, vous y faites 4 étapes, et enfin, petit à petit, vous vous rapprochez avec prudence mais détermination, je crois que ça vous tient, auprès du grand lycée, du lycée Hoche. Quelle belle succession de postes, chers proviseurs. Des postes de plus en plus complexes et prestigieux, qui évoquent tout votre talent et la confiance que vos supérieurs, mes prédécesseurs, les Dazen, ont pu vous accorder, reconnaissant votre engagement au service de l'éducation nationale, votre capacité à faire évoluer les structures, donc les mentalités et les politiques éducatives pour améliorer les performances des établissements que vous avez dirigés, tout en maintenant leur niveau d'exigence, voire d'excellence. Rigueur, fermeté et efficacité sont les termes qui caractérisent votre action. Parallèlement, cela a été dit, vous avez le sens du collectif, vous vous engagez dans l'action syndicale des chefs d'établissement, ils sont nombreux et nombreuses ici à vous témoigner leur remerciement. Voilà en tout cas un bel engagement au service non seulement de vos confrères, mais aussi de cette institution que nous aimons tous, où il faut travailler, évidemment, pour réussir, mais où il y a reconnaissance. L'institution et la République ont su reconnaître vos mérites, non seulement dans les fonctions et les postes, mais aussi par des distinctions qui sont destinées à reconnaître et à faire reconnaître la valeur et le mérite des individus. C'est ainsi que vous êtes officier de l'Ordre des Palmes académiques depuis 2007 et qu'en 2011, vous avez été élevé au grade de chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur. Monsieur le Proviseur, cher Loïc Toussaint de Quièvrecourt, je vous félicite et vous remercie tout à la fois pour cette belle carrière, pour votre engagement, votre sens du service public, de l'intérêt des élèves en particulier et pour les éminents services que vous avez rendus à l'éducation nationale. Et vous vous retirez de l'éducation nationale, tout du moins officiellement, au terme de cette belle carrière. J'imagine que vous ne vous retirez pas du monde, je l'espère en tout cas, et que vous entrez dans une autre phase de votre vie. Les Espagnols emploient le terme de jubilation pour désigner cette période, que cette nouvelle vie donc qui commence vous fasse jubiler et vous apporte toutes les satisfactions que vous pouvez évoquer. Puissions-nous avoir pu vous accompagner un peu ce soir dans cette transition tous ensemble, et après, je sais que c'est prévu aussi avec d'autres rites, c'est le sens de ces rites que d'accompagner, de relancer l'action individuelle dans ces moments de l'existence qui marquent une rupture qui n'est pas toujours facile. Nous en avons discuté, et je crois que pour chacun d'entre nous, ce n'est jamais facile. Quant à d'autres formes rituelles, et je terminerai par ci, il en est une, moins versaillaise cette fois, qui dans un pays qui m'est cher, la Bretagne, pousse les amis à souhaiter à celui qui s'en va, parce qu'il prend la mer, on lui dit bon vent. Et il ne s'agit pas de se réjouir de son départ, parce que dans certaines autres régions de France, quand on dit bon vent, c'est une manière de remercier. Alors je vais préciser que ce n'est pas cela dans l'esprit d'un Breton, mais quand on dit bon vent à quelqu'un, c'est lui souhaiter de gagner comme il l'entend, et contre vents et tempêtes, le port où il souhaite accoster.
C'est donc avec amitié et considération que je vous adresse, Monsieur le Proviseur, mes plus sincères remerciements donc pour votre engagement et vous souhaite pour cette nouvelle vie, peut-être que dont vous nous direz les éléments, je vous souhaite bon vent. Madame la sénatrice, Madame la conseillère régionale, Messieurs les recteurs, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les directeurs académiques et directeurs académiques adjoints, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux du rectorat et de l'inspection académique, Mesdames et Messieurs les inspecteurs pédagogiques régionaux, Mesdames et Messieurs les élus de Versailles, Mesdames, Messieurs les membres des conseils d'administration du collège et du lycée, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, ça aide à faire passer l'émotion. Beaucoup d'émotions donc ce soir, de vous voir si nombreux, beaucoup d'émotions à l'écoute de vos paroles, Madame la sénatrice, Messieurs les recteurs, Madame la conseillère régionale, également celle de Monsieur le maire, et puis bien sûr, toi aussi, cher Stéphane. Je suis profondément touché par vos paroles, qui me renvoient à toutes ces années écoulées, qui me renvoient aussi à mes parents, puisque vous avez abordé certains points qui remontent loin dans ma vie, et qui tiennent à mon tempérament, à ce que je suis, parce que ce sont mes parents, ce sont eux, par leur éducation, qui m'ont fait tel que je suis, avec effectivement la rigueur et la droiture de mon père, et l'ouverture aux autres de ma mère. Beaucoup d'émotions donc, parce que ce qui a été évoqué, ce qui m'a mis en avant, un peu seul, en réalité, vous le rappeliez, Monsieur le recteur, c'est dans la communauté, en fait, que tout cela, je l'ai vécu, et c'est avec vous tous, ici présents, que je l'ai vécu. Et en vous accueillant, en revoyant tel ou tel d'entre vous, cela ne peut que faire ressurgir dans ma mémoire tel moment vécu, telle décision importante prise ensemble, tel virage dans ma carrière, tel passage d'un lieu à l'autre, d'une vie à l'autre. Parce qu'effectivement, ce sont bien plusieurs vies que j'ai vécues depuis mon entrée dans l'éducation nationale. Vie d'enseignant, vie de personnel de direction adjoint, de chef d'établissement, vie de responsable syndical aussi. Alors, je ne suis pas remonté jusqu'à 1968, même si j'avais les cheveux longs à cette époque, monsieur le recteur. J'étais pas en tongs quand même, parce que l'établissement où j'étais, établissement privé, ne l'aurait pas toléré. Mais j'ai découvert l'éducation nationale à la rentrée de 68 en entrant en Hippocagne au lycée Descartes à Tours. Et donc je suis passé directement des bancs de la Sorbonne ensuite au bureau de professeur stagiaire dans un collège nancéen, à une époque où, monsieur le recteur, on a eu l'occasion d'en parler une fois, moi j'étais dans la norme. Maintenant, vous savez, vous dites que les professeurs qui passent directement de l'étude ne sont plus la norme, un peu l'exception. À l'époque, moi, je suis passé directement de mes 12 années, donc dans un collège stagiaire, et j'ai enseigné 12 ans, le français, le latin et le grec. Et je crois que j'y ai trouvé très vite ce que je souhaitais trouver dans l'éducation, dans l'enseignement, c'est-à-dire cette proximité forte avec les élèves et cette possibilité de leur transmettre quelque chose. Et peut-être que le point culminant a été ces 2 ou 3 années que j'ai passées dans une petite cité minière de l'Est de la France, où j'avais en 4e des élèves 12 heures par semaine, français, latin, grec. Ou ceux que j'avais en première au lycée d'Elbeuf, avec lesquels je prolongeais les cours par un atelier théâtre.
Et donc, comme vous le rappeliez, ma deuxième vie commence à Vernon en 1984 comme proviseur adjoint, une plongée dans un autre monde, le monde de la carrosserie automobile, de la mécanique auto, des élèves également étudiantes pour les carrières sanitaires et sociales, disait-on à l'époque. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une grande découverte que ces 4 premiers établissements que j'ai connus et qui étaient des établissements polyvalents avec des sections professionnelles. Alors pourquoi ce choix, pourquoi ce besoin de basculer d'études de lettres classiques à la direction d'établissements aussi complexes? Peut-être parce que j'en avais assez de corriger des copies avec ma fille sur les genoux, et donc je rendais les copies barbouillées de rouge à mes élèves le lundi matin. L'envie surtout, certains d'entre vous l'ont rappelé, l'envie de faire plus, d'essayer de faire bouger les méthodes d'enseignement. Et vous le rappeliez, monsieur le recteur, cette période un peu troublée où on commençait d'agiter, on commençait d'envisager des choses intéressantes. Je me souviens en 1982, quand le ministre Savary avait proposé au lycée des horaires variables, horaires planchers, puis adaptation pour chaque lycée. De longs débats avec mes collègues enseignants et je n'étais pas très d'accord avec eux. Moi, je voulais pas tout le monde pareil dans le même cadre. Je pensais qu'il était important au contraire, d'adapter à chaque lycée. Et c'est un peu ça qui m'a fait donner envie finalement de passer dans les fonctions de direction d'établissement. Et ces débats, on les a retrouvés il n'y a pas si longtemps ici, effectivement, quand il s'est agi de mettre en place la réforme du lycée, et puis encore plus récemment, la réforme du collège. Parce que vous auriez pu dire aussi, messieurs les recteurs, que finalement, cette brillante carrière que j'ai faite, je l'ai terminée comme principal de collège, puisque cette année, je pense que j'ai passé plus de temps avec Marie-Hélène à préparer la mise en place de la réforme du collège qu'à m'occuper des classes préparatoires ou du lycée. Ce souci de faire évoluer le service public d'éducation, de le rendre plus au service de tous les élèves, de chaque élève dans toute sa diversité, des élèves dont on dit que sont des élèves à besoins éducatifs particuliers, je l'ai eu dès le début donc, et je crois de plus en plus au fil des années. Le travail pour les élèves, chaque élève dans sa singularité, faire que chacun se sente bien dans son établissement, être à l'écoute des plus faibles, mais cela, on ne peut pas le faire seul. Et donc, je voudrais remercier particulièrement les infirmières, les assistantes sociales avec qui j'ai travaillé. Sans vous, sans votre expertise, comment bien appréhender toute la complexité des situations? Combien de situations de crise de ces adolescents dits difficiles, pour reprendre les termes du professeur Jamet, avec lequel j'ai eu la chance de préparer un diplôme universitaire, combien de situations de crise avons-nous gérées ensemble? L'accueil des Yvelines, vendredi soir, 17h, une jeune fille de première qui ne veut pas rentrer chez elle, qui ne peut pas rentrer chez elle. Son copain l'attend devant le lycée et il n'est pas question. Et il faut trouver un foyer. Et là, avec l'assistante sociale, un vendredi soir à 5h, c'est pas facile de trouver un juge qui veuille bien prendre une ordonnance pour trouver une solution. Face à ce type de situation, je sais que parfois, j'ai dérogé aux règles. J'ai souvent dit d'ailleurs que le rôle, peut-être que le pouvoir du proviseur, c'était d'avoir le pouvoir de dérogation. Donc, de déroger aux règles, pas simplement en matière non, la dérogation en matière d'inscription, c'est monsieur l'inspecteur d'académie, c'est pas le proviseur. Non, mais pour accueillir, pour voir comment on met en place des PAI, comme on dit maintenant, des emplois du temps adaptés, accueillir tel élève. Alors, avec un collègue du lycée Jules Ferry, par exemple, peut-être certains Versaillais se souviennent-ils de cette jeune fille qui était montée sur les toits du lycée de Jules Ferry parce que elle ne supportait plus la vie, qui a hurlé sa douleur, qu'on a réussi à faire descendre, enfin que les pompiers ont réussi à faire descendre, et après, quelques jours plus tard, j'ai vu son grand-père arriver dans mon bureau et me demander de l'accueillir. Nous l'avons finalement accueilli, ça a été difficile, et de crise en crise, au bout de 3 ans, elle a quand même fini par avoir son baccalauréat. Ces souvenirs sont sans doute les plus forts parce que c'est la souffrance de l'être que nous touchons du doigt, à travers les histoires vécues qui ressurgissent. 2 à 3 signalements au procureur par an dans la cité scolaire Hoche. Ou se souvenir aussi avec Madame Trouba de cette élève de prépa. Elle m'appelle un soir à 10h30, 11h du soir,
en me disant, donc c'était une brillante élève que nous avions eue au lycée, qui était tête de classe en première année de prépa. Et elle me dit, il faut vraiment, on savait qu'elle n'allait pas bien, il faut la faire hospitaliser. Je lui dis, très bien, vous appelez le 15. Elle me dit, oui, mais elle ne veut pas que les pompiers... sa maman est là. Je lui dis, pas de problème, sa maman va l'emmener. Elle me dit, oui, mais la maman ne veut pas que les pompiers l'emmènent et la jeune fille ne veut pas aller à l'hôpital avec sa maman. Alors j'ai dit, écoutez, c'est très simple, j'arrive avec la voiture du lycée, vous montez dans la voiture de la maman avec la jeune fille et moi je vous suis avec la voiture du lycée et on va ensemble faire hospitaliser cette jeune fille. On arrive à l'hôpital, la maman m'a dit, tant qu'elle n'est pas prise en charge, vous ne partez pas. J'ai dit, bon, enfin, les urgences psychiatriques ont été assez rapides. Malheureusement pour elle, la situation était tellement grave, ce qu'elle avait subi enfant était tellement grave qu'elle n'a jamais pu reprendre ses études. C'est cela aussi, la vie du proviseur de Auch. Mais les élèves, vous en avez vu tout à l'heure quelques-uns, les élèves de Auch ont beaucoup de talents, des talents extraordinaires en musique, dans d'autres domaines, d'où l'idée du Printemps des Arts qui a été initiée par Madame Cambier, conseillère d'éducation. Aussi les élèves que nous rencontrons dans le conseil de la vie lycéenne. Il y a parfois des moments difficiles, j'ai des souvenirs assez difficiles des manifestations contre le contrat première embauche quand j'étais proviseur du lycée La Bruyère, quand il fallait le matin très tôt empêcher qu'un élève enchaîne le portail du lycée pour empêcher tout le monde de rentrer. Mais aussi des élèves extraordinaires, des élèves qui s'engagent, qui sont prêts à organiser, à animer, à proposer quantité de choses, et on en propose des choses à Auch notamment, le bal, le carnaval, foot Auch, des quantités de choses. Et donc, je remercie en particulier Lucas qui est là, de tout ce qu'il a fait durant l'année, les années qu'il a passées à Auch, et tout son investissement dans la vie lycéenne et l'intelligence avec laquelle il savait intervenir en conseil d'administration pour répondre aux questions parfois un peu difficiles posées par les enseignants. Il y a eu aussi, bien sûr, cette célébration du 11 novembre 2015 demandée par les élèves du lycée, les élèves du CVL qui ont voulu ainsi remettre en vigueur cette cérémonie. Donc toutes ces années de direction ont été des années de très grande satisfaction professionnelle. Et je voudrais remercier tous ceux grâce à qui ces années ont été des années de bonheur, même s'il y a eu des moments de fatigue, de surcharge, de stress. Alors il y a des personnes qui sont très importantes pour ça. J'ai parlé tout à l'heure des infirmières et des assistantes sociales. Je parlerai maintenant des secrétaires. Pour un proviseur, les secrétaires, pour un proviseur adjoint aussi d'ailleurs, c'est très très important. Surtout quand on arrive dans un établissement où toute la direction a changé. Alors, je sais pas, j'ai pas aperçu Thierry, je sais pas s'il est arrivé quand nous sommes arrivés à l'accueil des Yvelines ou avec Marie, qui était la nouvelle gestionnaire. Tout le monde était parti. Il ne restait plus que Catherine, la secrétaire, qui a été la mémoire, qui m'a permis de prendre mes marques. Merci à vous toutes, mesdames, qui devez vous adapter aux changements de chefs et d'adjoints qui ont leurs petites habitudes. Nous nous côtoyons à longueur de journée et vous avez à supporter nos humeurs changeantes. Mais sans vous, comment ferions-nous face à l'invasion des tâches administratives, des enquêtes auxquelles il faut répondre, et maintenant l'avalanche des mails auxquels il faut répondre en urgence, ou le contact. Et vous êtes souvent un peu le tampon entre les enseignants qui arrivent et qui ne sont pas contents, ou les parents d'élèves qui ne comprennent pas que le proviseur n'ait pas répondu à la lettre qui a été doublée d'un mail et rappelée par un coup de téléphone et qu'il n'ait toujours pas répondu au bout de 3 jours au fait qu'on lui demande pourquoi son enfant n'a pas été inscrit au lycée, alors qu'il n'y est pour rien. Merci aussi au service gestionnaire des lycées, à toi, Marie Raymondet, qui a été l'intendante du lycée Jean Monnet, l'accueil des Yvelines. Nous avons été ensemble durant 4 ans. Nous avions appris à nous connaître quelques années auparavant à Rambouillet. Vous, les gestionnaires, dont la rigueur dans la gestion comptable est pour le chef d'établissement une assurance d'une plus grande sérénité dans sa mission d'ordonnateur des dépenses. Surtout la comptabilité publique, c'est pas facile à comprendre.
Et donc, enfin bon, les balances que l'on a chaque mois permettent de voir si les enseignants ne dépensent pas trop, si on ne va pas au-delà de ce qu'on a prévu au budget, de ce que donc d'une gestion saine et rigoureuse des dotations que nous recevons de la région ou du département. Et puis bien sûr aussi les personnels ouvriers d'entretien, de cuisine. Ce qui soude, c'est bien sûr les moments de crise que l'on partage, ces moments forts où l'on se retrouve au coude à coude dans l'intérêt des élèves. Alors à Auch, bien sûr, c'est le moment fort, c'est la cantine, les 2200 repas à servir tous les jours à midi. Alors quand en plus, au moment de la rénovation, on nous apprend que l'eau qui est dans les tuyaux est imbuvable, et qu'il faut trouver à tout prix des dizaines, des centaines, presque des milliers de bouteilles pour pouvoir servir à boire et faire cuire, etc. En 24 heures, là, il y a la crise et il faut faire. Ou à la Bruyère, lors de l'orage décennal qui arrive tous les 2 ou 3 ans et qui envahit l'internat au niveau du 2e étage, parce que c'est un peu en pente, la Bruyère. Et donc, certains internes de lycée La Bruyère ont vu, ce que pas beaucoup d'internes ont vu, le proviseur, pieds nus, le pantalon retroussé avec l'aspirateur à eau, avec le chef cuisinier à côté de lui et en train d'aspirer l'eau pour essayer de faire en sorte que les élèves puissent dormir le soir. Voilà, les crises aussi, quand l'entreprise qui est rénovée a mis le feu à l'internat, là c'est Madame Ordas qui est peut-être là, qui se souvient, parce qu'elle avait dû venir pour la mairie, pour les questions de sécurité. Les tensions à la loge aussi, personnel de loge, bon, en ces temps-ci récents, bien sûr, ils ont pris beaucoup d'importance pour la surveillance, l'entrée. Mais déjà, je me souviens, à Rambouillet, la loge était un peu excentrée, et quand j'étais à l'entrée, pour éviter que les jeunes de Grousset ne viennent faire la peau aux jeunes de Trappes qui étaient élèves au lycée professionnel, finalement, ça s'est terminé dans le jardin du château et le lendemain, le sous-préfet m'a téléphoné en me disant « Mais que font donc vos élèves ?» Je dis « Je suis désolé, monsieur le préfet, mais ils n'étaient pas chez moi, ils étaient dans le jardin du château. » Ce qui pose un problème d'ailleurs parce qu'entre la police et la gendarmerie, ils n'étaient pas d'accord pour savoir qui devait intervenir à l'intérieur. On se sent parfois un peu seul, donc. La solitude du chef d'établissement. Alors, moi, j'ai jamais été trop partisan de cela, même si... Monsieur le recteur Boissineau le rappelait, quand on passe d'enseignant à personnel de direction, à censeur, comme on disait à l'époque, le premier enseignant que j'ai rencontré, j'ai vite compris que pour lui, je n'avais jamais enseigné. Je ne pouvais pas savoir ce qu'était le travail d'un enseignant. Même si 3 mois avant, j'étais moi aussi, comme lui, professeur de lettres d'ailleurs. Mais on est passé devant l'autre côté de la barrière, et c'est vrai que c'est un peu mon regret que dans mon action syndicale, je n'ai pas réussi à faire suffisamment évoluer les choses, que les coordonnateurs de discipline notamment ne soient pas devenus de vrais chefs de département, que l'on n'ait pas su créer une direction plus collégiale dans les établissements avec une plus grande continuité sans rupture entre la direction et les enseignants. Souvent d'ailleurs les enseignants ne disent pas la direction, ils disent l'administration. Non, c'est la direction et les enseignants. Donc solitude aussi un peu dans le management des enseignants. Nous avons, je crois, beaucoup dans l'éducation nationale à faire pour améliorer dans ce domaine, même si j'ai eu l'occasion de résoudre des situations parfois très difficiles grâce à votre soutien, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux et mesdames et messieurs les inspecteurs pédagogiques régionaux, quand il faut essayer de trouver des solutions à des situations dramatiques, parce que bien sûr, tout enseignant, comme toute personne dans sa vie, peut à un moment donné rencontrer des difficultés telles que le fait d'être devant les élèves devient impossible. Et c'est vrai que la charge d'enseignant est quelque chose de très, très lourd. Et ça, j'en ai toujours été convaincu, l'ayant vécu moi-même. Et c'est vrai que quand on passe d'enseignant à chef d'établissement, il y a un stress qu'on perd, c'est celui du dimanche soir. Parce que quand on est enseignant, qu'on a cours le lundi matin à 8 heures, le dimanche après-midi, on a toujours un dernier cours à revoir, dernière copie à corriger, parce qu'il faut le lundi matin à 8 heures être là, au feu. Moi, si j'arrive le lundi matin à 8h10 au lieu de 8h, le lycée Auch tournera quand même. Bon, donc il n'y a pas ce stress du dimanche soir. Donc merci mes chers collègues enseignants, merci pour tout ce que vous avez apporté, tout ce que vous apportez à vos élèves, merci pour tout ce que nous avons engagé ensemble pour que le service public d'éducation auquel nous croyons apporte la meilleure réponse possible aux élèves qui nous sont confiés. Merci à vous, les conseillers principaux d'éducation,
pas toujours facile à gérer les CPE. Parce que je crois qu'il n'y a pas plus différent que 2 CPE l'un de l'autre. Chacun fait de sa fonction ce qu'il a envie de faire. Et alors donc les uns, c'est plutôt le festif, les autres, c'est plutôt les absences, d'autres, c'est l'internat, d'autres, c'est... chacun adapte un peu. J'ai même vu une fois, souviens-toi Gérard à Rambouillet, j'ai même vu une fois, enfin j'étais avec Armel, le jour, la veille de la pré-rentrée. Je passe, je vois mon bureau allumé. Je dis tiens, il y a quelqu'un dans mon bureau. Je vais dans mon bureau et je trouve 2 CPE en train de refaire l'emploi du temps. Parce qu'à l'époque, on avait des petites fiches. Et en mettant les petites fiches, j'avais décalé. Donc, il y avait des cours qui n'avaient pas de salle. Et donc, ils étaient en train de chercher les modifications d'emploi du temps qui permettraient de faire en sorte que tous les cours aient des salles. Alors, je leur ai dit que c'était mon travail. J'ai affirmé mon autorité. Mais nous sommes restés très proches. Et j'ai bien sûr une grande mémoire pour Maurice Marlot, le CPE dont je parlais. Alors, vous avez peut-être compris que d'ailleurs, il y a beaucoup de CPE qui sont devenus chefs d'établissement. Je crois que tous ceux que j'ai eus à Vernon, avec moi, sont devenus chefs d'établissement, à l'accueil des Yvelines également. Vous avez compris que parmi les 6 établissements où j'ai exercé, le lycée Bascan de Rambouillet occupe une place particulière. Je suis donc arrivé proviseur adjoint en 1989. Une équipe exceptionnelle, avec les CPE, l'intendant, et ses adjoints, dont Marie Raymondet, et sous ta direction, Gérard. Toi, dont j'ai été l'adjoint durant 4 années, tu m'as tout appris. Tu m'as appris le métier de proviseur, tu m'as appris à prendre du recul, tu m'as appris l'exigence, la rigueur dans l'argumentation et la gestion des situations. Et notre compagnonnage est allé bien au-delà de ces 4 années. Tu m'as appris le métier de responsable syndical, puisque tu étais à l'époque président de l'amicale des proviseurs. Et puis tu m'as soutenu quand, étant devenu président de l'amicale des proviseurs, il s'est agi de faire cette bascule, quand même très très difficile, d'amener des proviseurs à créer un syndicat avec des principaux de collège. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc nous avons créé Indépendance et Direction. Ça fut donc une autre vie, un engagement qui m'a permis d'être au service de mes collègues, au cœur de la réflexion sur le service public, 10 années de responsabilité nationale, de gestion de moments de crise, de satisfaction, de construire un nouveau syndicat, parce que Michel, je suis désolé, mais nous sommes quand même le 2e syndicat de personnel de direction. Nous représentons 20% des personnels de direction. Et nous avons pris notre place, et nous la gardons toujours, grâce à ceux qui m'ont succédé à la tête du syndicat. Et je pense bien sûr à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette belle aventure, Michel, Daniel, Didier, Jean-Jacques, Martine, Bruno, que j'ai aperçu, et tant d'autres, et aussi donc notre permanente, Evelyne, qui est là ce soir, que je remercie beaucoup pour tout ce qu'elle m'a apporté, toute l'aide qu'elle m'a apportée durant le temps où j'étais secrétaire général. Des temps de rencontres, donc vous le rappeliez, Monsieur Boissineau, au cabinet de Luc Ferry. Peut-être que l'anecdote la plus intéressante fut celle d'un voyage à Londres, une journée à Londres avec le ministre, avec Gilles de Robien, parce qu'il souhaitait vraiment que nous, les responsables, donc nous étions les 2 responsables des syndicats personnels de direction, le SNPDEN et Indépendance et Direction, pour voir ce que pouvait être le rôle d'un policier dans un établissement. Et nous sommes allés à Londres, dans une école, voir ce que pouvait être le rôle d'un policier. Nous avons découvert qu'en fait, il était CPE et qu'on avait des CPE. Alors, les CPE, il n'était pas question de les armer, bien sûr, mais... Voilà, donc la vie d'un responsable syndical et d'un chef d'établissement, c'est un emploi du temps à 150%, au-delà du raisonnable. Mais comment tout cela est-il possible? Alors, il faut peut-être le demander à Thierry, à Olivier, à Bruno, à Guy, qui furent mes adjoints, ou plutôt les adjoints des établissements que j'ai dirigés, quand j'exerçais ces responsabilités syndicales nationales. Merci à vous, qui avez dû tant assumer, au-delà de ce qui est habituel, pour pallier mes absences. Adjoint gestionnaire, adjoint personnel de direction, vous avez bien sûr une place particulière dans mes remerciements. Nous avons partagé tant de moments, tant d'événements heureux ou malheureux.
Marie, Marie-Josée, Nicole, Elisabeth, Thierry, Olivier, Bruno, Guy, Alain, Stéphane 1, Stéphane 2, Stéphane 2 c'est lui, Chantal, Marie-Hélène. Je garderai toujours le souvenir du travail quotidien côte à côte, des longues journées partagées. Merci à vous qui m'avez aidé à exercer mes responsabilités, qui m'avez apporté votre expertise, votre approche personnelle des questions à résoudre. Là aussi, je pense que nous avons fait vraiment équipe, nous avons fait communauté. Et je te remercie vraiment beaucoup, Stéphane, pour tout ce que tu as dit. On est d'autant plus soudés que souvent on arrive ensemble dans l'établissement. Ainsi, avec Elisabeth, pour mon premier poste, et c'était aussi son premier poste de proviseur adjoint, nous sommes arrivés au lycée Montesquieu, au Plessis-Robinson, où nous avions tout à découvrir, comme le rappelait M. le recteur Boissineau, le Greta, les formations en alternance, un CFA privé, un établissement plutôt atypique, une population scolaire plutôt difficile. Bref, un établissement bien, où la gestionnaire a son bureau dans le salon de l'appartement du proviseur. Enfin, voilà, on était un peu à l'étroit. Avec Thierry et Marie, également à l'Accueil des Yvelines, un lycée de 1500 élèves dans une petite ville de 1800 habitants, au milieu des champs de blé. Ce qui fait que cette année-là, il s'est passé quelque chose que je ne devrais peut-être pas dire ici, monsieur le recteur, mais qui était assez extraordinaire, c'est que le proviseur adjoint nommé, qui venait de Paris, a dit « Moi, je n'irai pas travailler au milieu des champs de betteraves. » Il n'y avait pas de betteraves, il y avait du maïs, il y avait du blé, il y avait d'autres choses, mais au bout, là, tout autour, mais il n'y avait pas de... Et la gestionnaire qui était nommée, qui venait de province, qui voulait aller dans Paris, a dit « C'est beaucoup trop loin de Paris, je ne prends pas le poste. » Et alors, on a demandé au proviseur que j'arrive. Bref, le proviseur adjoint Thierry a tout fait pour être nommé. Il a réussi à être nommé. Marie Raymondet a pu être nommée aussi gestionnaire. Donc, c'est peut-être une des rares fois où il y a eu à la direction des gens qui s'étaient choisis. Et c'est là que, effectivement, nous avons... Mais c'était important de pouvoir se tenir les coudes, hein, parce que c'est la campagne, là, que les Yvelines. D'ailleurs, Marie, tu te souviens, et Armel, nos conjoints, Marie, nous l'ont souvent reproché de les avoir exilés, alors qu'ils travaillaient tous les deux à Paris, qu'il fallait prendre le train tous les jours. La gare est quand même à une demi-heure à pied du lycée. D'ailleurs, les professeurs de Hoche doivent se souvenir, Bruno, tu te souviens, pour le bac, tu avais affrété un car, parce que le premier train ne permettait pas d'arriver avant le début de la première épreuve du bac que les élèves de Hoche passaient à l'Accueil des Yvelines. C'était avant que j'y sois, ça. C'est l'époque où on ne bougeait pas les professeurs, ni les copies, mais on déplaçait les élèves. Donc voilà, l'Accueil des Yvelines, avec à l'automne, les feuilles empêchaient les trains de passer. Merci à toi aussi, Olivier, qui a partagé une année avec nous à l'Accueil des Yvelines, qui maintenant est proviseur à Palaiseau et qui va partir dans l'Académie de Créteil. Alors merci à toi, Bruno, qui m'a accueilli à la Bruyère, mais une année avec moi, ça t'a suffi. D'ailleurs, ça t'a tellement suffi que quand je suis arrivé à Hoche où tu étais, tout de suite, le lycée militaire. Et donc, je n'ai pas eu le plaisir de retravailler une deuxième année avec toi et de bénéficier de tes merveilleux dessins sur les travaux. Parce que nous avons partagé, bien sûr, la première année des travaux et après les années de travaux, tu as eu les années de travaux à Hoche que j'ai terminé les 2 dernières années. Merci à toi, Guy, pour les années partagées à la Bruyère. Donc, nous avons vécu ensemble le grand chantier des 5 années de travaux à la Bruyère. Ce fut épique. Même si les préfabriqués qui avaient été installés avenue de Paris en 1988 pour 2 ans étaient encore là en 2002 et sont partis en 2006. Voilà. Merci pour l'amitié qui nous réunit, nous les littéraires, et qui, nous le savons, va durer encore très longtemps, puisque nos femmes ont déjà l'habitude, toi tu les as rejoints, de marcher dans le parc du château. Et le Chênay, c'est tout près de la porte nord du parc du château. Merci à vous, Alain et Stéphane Erard, pour les années partagées à Hoche. Merci à toi, Marie-Hélène, qui a initié au collège le principal débutant que j'étais quand je suis arrivé à Hoche, parce que je n'avais jamais dirigé de collège avant.
et qui met tant d'énergie et de savoir-faire dans cette mission d'adjointe pour le Collège Hoche que je t'ai déléguée. Merci à vous, Chantal, Stéphane, Nicole, pour ces années, cette équipe soudée que nous formons avec Marie-Hélène, vous qui me permettez d'être à la hauteur de ma tâche, disponible pour l'extérieur. Parce que finalement, alors malheureusement, monsieur le député maire est parti, mais madame la conseillère municipale pourra lui transmettre, la conseillère régionale pourra lui transmettre. Finalement, la tâche n'est pas si facile. Parce que vous tous ici présents, monsieur le recteur, monsieur l'inspecteur d'académie, donc monsieur le maire, monsieur les conseillers départementaux et régionaux, vous attendez le proviseur au tournant. À la Bruyère, c'était un peu plus simple. Comme vous me l'aviez dit, monsieur Dupont, monsieur l'inspecteur d'académie, me recevant pour une évaluation, avec vous, monsieur le proviseur, tout va bien à la Bruyère. Il y a juste vos danseuses qui me coûtent un peu cher. Alors, les danseuses, ce sont les élèves des séries techniques de la musique et de la danse, celles dont parlait madame Duchesne. Et effectivement, il n'y en avait pas beaucoup. Et il y avait une DGH, voilà. Cela dit, monsieur l'inspecteur d'académie a coûté cher aussi à monsieur le maire, parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé, monsieur Pinte était en procès, je crois, avec l'Éducation nationale, pour savoir qui devait payer les cours du conservatoire. Bien, depuis, tout s'est apaisé. Et maintenant, comme vous le rappeliez, ça a été un grand plaisir, effectivement, pour moi, de lancer ces horaires aménagés. Alors, c'est Guy qu'il faut remercier. Parce que c'est lui, le proviseur adjoint, qui a eu à jongler avec les emplois du temps et à faire en sorte qu'on arrive à dégager des après-midi pour que les élèves du lycée Hoche, en série scientifique, en série littéraire, puissent aller suivre les cours au conservatoire. Mais c'est vrai que j'ai gardé des relations très fortes avec le conservatoire de Versailles, les conseils d'administration sous votre présidence, les réunions avec le travail avec monsieur Reynaud, qui était à l'époque directeur pédagogique, avec monsieur Soulès, le directeur, c'était vraiment c'est toujours un très grand plaisir de trouver donc ces élèves de série technique de la musique et de la danse, qui s'ils avaient passé un autre bac ne l'auraient jamais eu, qui pour certains venaient d'arriver en France, parlaient à peine français et qui arrivaient à avoir le baccalauréat grâce à la musique et qui, une fois qu'ils étaient avec leur violon ou derrière un piano, montraient un talent extraordinaire. Certains nous causaient aussi des soucis, mais bon, on est arrivé. Non, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et je suis toujours heureux maintenant dans la chapelle du lycée Hoche d'accueillir pour des concerts le chœur du conservatoire dirigé par monsieur de Plainval ou madame Josse. Les joies de la Bruyère, c'était aussi le parking à gérer avec monsieur le maire sur l'avenue de Paris, avant la rénovation. Donc à la Bruyère, j'ai gardé un très bon souvenir. Il y a un certain nombre de collègues qui sont là, et c'est vrai que j'ai été très heureux à la Bruyère. Très heureux, étant littéraire, bien évidemment, d'être dans un lycée littéraire, un ancien lycée de jeunes filles, voilà, un beau lycée avec une ambiance très très forte entre les enseignants et une dimension vraiment chaleureuse, très, très importante. Mais quand je suis parti en 2008, j'ai été accusé de traîtrise par mes collègues de la Bruyère. Mais comment ne pas demander à aller à Hoche quand on est soumis à l'obligation de mobilité et que l'on veut rester à Versailles? Alors je sais que M. Darcos, recevant le syndicat Indépendance et Direction peu après ma nomination, a été un peu ironique sur mon sens de la mobilité et sur finalement la liberté qu'avait pris le recteur de Versailles en m'accordant ce genre de faveur. Enfin, je vous remercie infiniment, monsieur le recteur, de m'avoir permis de connaître ainsi encore 8 années de bonheur professionnel à Versailles. Alors, on pense avoir tout fait comme personnel de direction, tout connaître, être prêt à tout gérer quand on arrive à Hoche au bout de ces 24 années de direction. Alors, on sait qu'il va y avoir la fin des travaux de rénovation, la réforme du lycée, la réforme du collège, on l'annonçait pas encore, la loi ESR, les conventions des universités, bref, quantité de choses. On arrive à Hoche, ce beau vaisseau qui semble avancer tout seul, et on découvre un nouveau métier. Il faut célébrer le bicentenaire. Ça a été un grand moment, grâce à l'aide de la municipalité de Versailles, avec les élèves, et puis on prend des initiatives pour le bicentenaire. Souvenez-vous la course dans les rues de Versailles. Souvenez-vous le concert du bicentenaire, qui du coup est devenu pour les élèves le concert des terminales, donc il a fallu recommencer après chaque année. Donc on a le bal du lycée maintenant,
la création d'un musée, et puis gérer la réouverture de la chapelle. Parce que la chapelle, elle a été rénovée, donc, entre 2008 et 2010, classée monument historique, grâce au travail de monsieur Frédéric Didier, merveilleuse chapelle. Ce qui m'a donné l'occasion de dire, lors de l'inauguration, devant madame Catherine Pégard, directrice, présidente de l'établissement du château, que la chapelle était le plus beau monument de Versailles. Puisque c'est Frédéric Didier lui-même qui l'avait dit. Parce qu'elle est restée dans le pur jure 18e. Alors que le château, Louis-Philippe a fait des choses quand même. Donc la chapelle, oui, c'est vrai que j'y étais particulièrement attaché pour des raisons très très personnelles. Et puis c'est vrai que quand on est proviseur de Hoche et qu'on se promène dans Versailles, on rencontre toujours quelqu'un qui a fait sa communion ou sa confirmation ou quelque chose dans la chapelle du lycée. Alors on est obligé un peu... Bon, il fallait que cette chapelle revive. Et la loi de 1905 prévaut, et donc, comme je dis quelquefois, la chapelle est un peu comme Berlin-Ouest à l'époque du mur de Berlin, un océan de religion au milieu d'un espace de laïcité. Il faut traverser la cour d'honneur pour y arriver. Donc, Monseigneur l'évêque, et je remercie les représentants de Monseigneur d'être présents, également Monsieur l'aumônier d'être présent, cette chapelle qui vit. Je crois que c'était important d'arriver à la faire vivre, qui vit par le culte catholique qui a lieu 2 fois par mois à peu près, toutes ces cérémonies qui ont lieu régulièrement, mais aussi par les élèves de classes préparatoires qui demandent à pouvoir l'utiliser 1 fois par semaine. Et puis les concerts, bien sûr, dans le cadre du mois Molière et dans d'autres circonstances. Mais c'est aussi un musée, donc j'ai appris qu'il fallait créer un musée. Et grâce au soutien des anciens élèves, nous avons pu effectivement transformer l'espace vide en un musée, et grâce bien sûr à l'association des Amis du musée. Je remercie Madame Daloubé qui la préside, tous les anciens, tous ceux qui participent à ce très très bel instrument. Accueillir au lycée, par exemple, Monsieur le ministre Benoît Hamon, à la demande de Monsieur le préfet, qui aime bien notre amphithéâtre. Voilà. Et puis surtout, bien sûr, plaisir de diriger un établissement auquel tout le monde est attaché, les enseignants, les parents, les élèves, vous-même, monsieur le recteur, monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le député maire, madame la conseillère régionale. On sent une culture forte et voilà. Et donc j'ai particulièrement aimé au cours de ces 14 années inscrire mon action de chef d'établissement dans la volonté de faire participer la Bruyère et Hoche à la vie de Versailles, de vraiment les insérer dans la ville de Versailles. Et je vous remercie donc, monsieur le député maire, madame la sénatrice, mesdames et messieurs les élus de Versailles, pour ces relations que nous avons pu tisser pour le plus grand bien de nos élèves. Et donc 14 années à Versailles, alors que nous n'étions arrivés ici, ma chère épouse, en espérant partir le plus rapidement possible à Paris. Cette carrière qu'on vous a décrite n'aurait pas été celle qu'elle a été sans la présence active à mes côtés d'Armelle. D'abord parce qu'étant parisienne, elle ne rêvait que d'une chose, que nous réintégrions Paris intramuros, mais arrivé avenue de Paris à Versailles, cela a semblé lui suffire. Et donc, nous avons adopté Versailles et le Chesnay et la communauté, enfin, tout le côté agréable à vivre. Mais aussi parce que, Armelle, tu as su me décharger de ce qui est le plus délicat pour un chef d'établissement, gérer la scolarité de ses enfants, au collège en particulier. Pas facile. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était pas particulièrement des sagesses et des têtes de classe, mes enfants. Au lycée, ils ont trouvé le moyen bien, ils étaient délégués de classe. Comme ça, quand ils avaient un problème, ils allaient voir le proviseur et régler les problèmes qu'ils pouvaient avoir. Ça ne devait pas être facile pour les enseignants d'avoir le fils du proviseur ou surtout la fille du proviseur dans leur classe. Moi, j'avais eu ça. J'avais eu le fils du proviseur dans ma classe, dans mon dernier poste. Et puis aussi, parce qu'Armelle, tu as accepté de partager la vie dans un établissement scolaire, ce qui n'est pas facile, hein, voilà, les longues semaines de travail, l'engagement syndical,
les week-ends occupés, l'absence de samedi matin, voilà. Il y a toujours quelque chose d'important à faire le samedi matin pour le proviseur dans l'établissement. Voilà, donc comme Monsieur le maire l'a dévoilé, nous allons quitter Versailles, la ville où nous aurons vécu le plus longtemps dans notre vie, pour rejoindre le Chesnay. Mais pour conclure, dans sa grande sagesse, Armelle a choisi un appartement qui se trouve tout près du collège, qui fait que nous serons bercés par les sonneries d'interclasse. a eu une très belle idée. Il m'a demandé à tous ceux qui le souhaitaient de vous adresser un mot, un souvenir, un remerciement. Et beaucoup ont participé. Dans ce livre d'or, vous allez retrouver les témoignages de beaucoup d'entre nous. Le Mac 11 pouces que vous avez choisi. Là, c'est parce que jaloux pour jaloux, moi j'étais jaloux du Mac qu'avait Marie-Hélène, Stéphane, qui sortait pendant les réunions de direction là, pour tout prendre en note. Et puis... Non, je me suis dit, non, il faut ce bel instrument. Du coup, Stéphane a négocié et vous avez le casque. Le casque. D'être devenu sourd. Non. C'est pour écouter la musique sans déranger les voisins. Et c'est vrai que c'est une chose qu'il va falloir qu'on s'habitue avec Armelle, c'est que ça fait des années qu'on vit dans des logements isolés, un peu à la Bruyère et à Auch en particulier. À l'accueil, nous avions comme voisins Martine, Marie, Raymondé, gestionnaire, donc faites très attention à nos enfants pour parfois nous déranger les plus absents. Mais là, donc, maintenant, on va falloir s'habituer à vivre dans un appartement avec des voisins en dessous. Voilà, c'est la vie normale. Et un bon voyage de votre choix. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas pris beaucoup le temps de voyager avec Armelle. Alors voilà, donc merci, grâce à vous, on va pouvoir s'évader quelque part en Europe, je pense. Voilà. Vous pouvez m'arrêter une fois. La médaille du Sénat.
voudrais, au titre de l'ensemble des personnels du lycée Hoche, et tout particulièrement en tant qu'animateur de l'amicale des personnels du lycée Hoche, vous offrir 2 présents. L'un qui vous permettra de jubiler de façon sérieuse, vous verrez, et l'autre de jubiler de façon humoristique. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous avez fait pour l'établissement et pour nous en particulier, et tout particulièrement cette année pour nous avoir permis d'améliorer la cafétéria à destination des personnels, et je vous en remercie énormément. Ouais. Le cadeau fleuve, bref, de copie de bac. Ah oui. Pendant la guerre de 14, les femmes travaillaient dans les mutineries. Je me souviens quand je corrigeais le concours d'entrée à l'école normale en fin de 3e, je me souviens d'une demande un dicté, le belvédère était devenu BEL, plus loin VE, plus loin D'. Monsieur le Proviseur, j'espère que vous m'entendez. C'est un petit cadeau qui est un fruit du bénévolat des parents d'élèves. C'est Madame Rodeau qui l'a fait de ses propres mains. Je pense que vous serez surpris par son symbolisme. On parlait des rituels tout à l'heure. C'est fait main, c'est pas acheté dans le commerce, c'est vraiment fait du cœur. Et je profite le temps que j'occupe le terrain, le temps qu'on nous découvre, de vous dire qu'en tant que parents délégués, nous sommes arrivés au collège il y a 12 ans, je parle pour certains d'entre nous. Nous vous avons suivi au lycée. Et quelle ne fut notre émotion de vous entendre dans l'amphithéâtre prononcer nos noms, nous faire confiance en tant que parents délégués, vous accompagnez vous et cette belle maison de l'éducation nationale. Pour moi, personnellement, mon père fut professeur de grandes écoles, donc ça me tient à cœur à titre personnel. Vous nous avez fait confiance, vous nous avez même aidé à comprendre la valeur du verbe, du proverbe latin, que l'on devrait toujours enseigner à nos enfants, verba volant scripta manent. Je dirais même, vos paroles sont gravées dans nos cœurs et vous avez su enrichir ce proverbe car effectivement, on vous oubliera et on ne vous oubliera pas. Et nos élèves aujourd'hui sont fiers de porter les couleurs du lycée, vous les avez vues, vous nous les avez montrées ici avec leur talent, au-delà de leur capacité intellectuelle. Moi je les appelle l'aura intellectuelle de notre civilisation. Vous nous avez aussi accompagnés au lycée et sincèrement, je crois que la liste des mots est extrêmement longue. Vous nous avez écoutés, vous nous avez reçus, vous nous avez guidés, vous nous avez motivés, encouragés. Je pense que la liste est longue comme le nombre pi qui vient d'une autre civilisation dont nous devrions toujours enseigner la langue. Et là, je parle encore avec le cœur puisque ma fille s'appelle Théodora, pour ceux qui savent ce que ça veut dire en grec, cadeau des dieux. Donc je suis très fier et je vous remercie énormément pour tout ce que vous avez fait. Vous nous avez rappelé l'abnégation de nos élèves le 11 novembre. Et ça, je pense qu'il faut effectivement le rappeler. Et enfin, je pense que cette retraite bien méritée, elle n'est que le début d'une autre aventure que vous allez enrichir avec votre humanisme. Merci infiniment. C'est la chapelle peinte sur un plat. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Si vous voulez bien, nous allons passer dans la demi-pension afin de se rafraîchir. Donc, vous pouvez sortir par le bas, par l'escalier du bas. Ensuite, vous montez et ça sera sur votre gauche. L'entrée, donc, se fera par la gauche dans la salle de restauration.